Il est 19h, donc on va pouvoir commencer quand vous le souhaitez. Nous, Et nous vous sa- pouvons, voilà, nous pouvons oui, je peut-être pense qu'on peut commencer. démarrer, hein, ça vous convient, voilà. Bonsoir, docteur Forger, merci, Bonsoir. merci beaucoup d'être là ce soir. Alors, en quelques mots, hein, l'origine de ce webinaire, donc sur l'adolescent en quête ou à la recherche de limites, vient d'une sollicitation que nous avons eue il y a quelque temps en tant que délégué des parents par la direction du lycée, du collège et du lycée, qui nous ont alertés sur un certain nombre de comportements de jeunes, sachant que, ils nous le diront probablement du côté du collège, du lycée, de leur place, ils font vraiment ce qu'il faut, hein, pour rappeler les limites, mais voilà, ils nous ont sollicité en rappelant que les parents devaient eux-mêmes rappeler un certain nombre de limites. Bon. Mais c'est vrai qu'en tant que parent d'adolescents, ce n'est pas facile. Hein, ce n'est pas facile d'interdire, de poser des limites. Il peut y avoir une difficulté. Et d'autant plus, alors je vais être un peu provocatrice très volontairement, hein, très volontairement, qu'une certaine vulgarisation de la psychanalyse a pu nous faire penser que les contraintes, les interdits, l'autorité sous toutes ses formes, eh bien que tout ça, c'est très mauvais pour le développement et l'épanouissement de nos adolescents. Donc, c'est dans ce contexte, hein, docteur Forger, que nous nous sommes permis de penser à vous, puisque justement, tout votre travail, c'est de montrer à quel point, d'un point de vue psychique, hein, du point de vue de la construction psychique, les limites sont centrales pour les adolescents. Hein. Alors, je vous présente rapidement. Vous êtes psychiatre et psychanalyste. Hein, vous avez exercé longtemps dans le secteur de l'adolescence. Je sais que vous continuez à recevoir beaucoup, beaucoup d'adolescents. Vous dites Oui. collection psychanalyse et clinique et parmi vos nombreux ouvrages. Je ne vais pas les citer tous, peut-être ceux qui nous intéressent le plus ce soir, ces ados qui nous prennent la tête, qui étaient chez Fleur, et l'adolescent face à ses actes aux autres que vous avez publié chez RS. Alors, nous avons souhaité ce soir ce webinaire le plus interactif possible. Hein. Donc, bon, je vais d'abord passer la parole, hein, à Brice Parent, qui est le directeur du lycée, et ensuite, docteur Forger, si vous voulez bien, un petit peu rapidement, mais nous dire quand même à quel point, pourquoi, pour quelles raisons est-ce que les limites, c'est si important dans la construction des adolescents. Hein. Et donc, les questions, donc vous pourrez poser bien sûr toutes les questions et par chat. Hein. Voilà, ça va être. Et Thomas Portenoy va s'occuper des questions orales, hein, donc vous pouvez aussi lever la main. Dernier point, ce webinaire est enregistré et il sera donc visible, hein, sur le site de l'école. Voilà. Brice Parent, si vous voulez bien, je vous passe la parole. Oui, merci beaucoup, merci et merci à toute l'association des parents d'élèves qui est un partenaire précieux pour l'école, notamment au travers de l'organisation de ces différents webinaires. C'est sûr qu'on conçoit l'éducation comme le rôle central de notre établissement et donc nous sommes des partenaires, des parents dans le travail d'éducation, enfin dans la mission d'éducation des enfants. Et on est tout à fait ravis de pouvoir travailler ensemble de manière extrêmement féconde, que ce soit ce soir ou dans différentes instances de l'école. La question qui est posée et qui est celle donc des limites, je vais très simplement l'illustrer par rapport à des problématiques qui peuvent se trouver, auxquelles on peut être confronté à l'école, auprès des adolescents,
puisque moi, en tant que directeur du collège et du lycée, hein, je suis les élèves de la sixième Mmh. jusqu'à la terminale. Je vais vous donner juste trois questions qui ont pu se poser à différents moments, enfin qui se posent régulièrement à différents moments et qui peuvent nous interroger, nous questionner. La première, c'est une des questions auxquelles on est confronté, c'est la grande liberté dont certains adolescents peuvent bénéficier dans l'utilisation des nouvelles technologies, en particulier des smartphones et des réseaux sociaux. Heu, Pourquoi est-ce qu'on y est confronté? Bah, parce que assez fréquemment, on peut être interpellé par des parents d'élèves sur le fait que, le le téléphone portable de leur enfant qui est, dans la chambre ou sous leur surveillance sonne, de manière régulière tout au long de la nuit parfois, avec, bah, soit des très bonnes choses, soit des très mauvaises choses, des insultes, et cetera. Et donc ils s'étonnent que, des enfants de sixième, de cinquième, de quatrième, Mmh. à 11h30, à minuit, à 1h du matin, puissent, adresser au groupe WhatsApp de la classe, par exemple, de tels messages. Voilà, ça c'est typiquement un sujet d'interrogation que, Mmh. certains parents peuvent nous relayer. Je vous donne un 2e interrogation, une deuxième question, qui concerne cette fois-ci plus la liberté, de mouvement de jeunes, adolescents. C'est une question qui avait été soulevée suite à, voilà, différents problèmes, et qui étaient allés un petit peu loin, hein, où certains élèves s'étaient trouvés en mauvaise posture avec, un peu de violence. Fort heureusement, voilà, c'était relativement limité. On n'est pas allé dans des excès de gravité comme ça peut se passer dans d'autres établissements, mais ça peut arriver. L'école alsacienne n'est pas Mmh. hors du monde, hein, comme on pourrait le penser. Mmh. Au contraire, hein, on est vraiment dedans et donc, on avait vu que là aussi, à partir de réseaux sociaux, des petits phénomènes comme ça pouvaient aboutir à des prises à partie, à des règlements de compte physiques, jusque devant l'école alsacienne. Et on s'était rendu compte à ce moment-là que certains élèves très jeunes, des élèves de 5e, avaient pris l'habitude, certains élèves de cinquième avaient pris l'habitude de se regrouper avec beaucoup d'autres élèves d'autres établissements scolaires. Alors je pense qu'en ce moment, avec le confinement, c'est vraiment beaucoup moins le cas, Mmh. mais se regroupaient, au Champ de Mars notamment, et donc il y avait le samedi Mmh. soir, des attroupements Mmh. de jeunes, certains de l'école alsacienne, certains d'autres établissements scolaires, qui se retrouvaient comme ça, jusqu'à très tard, jusqu'à, 11h, minuit, un peu plus, Mmh. jusqu'à ce qu'un Uber puisse les Mmh. ramener chez eux. Voilà, donc là aussi, ça peut nous interroger, nous, en tant qu'éducateurs, ça peut interroger d'autres familles, sur cette possibilité pour des enfants très jeunes de se déplacer ainsi et de se mettre en danger, soit parce qu'ils font de mauvaises rencontres, soit parce que, ils peuvent, être amenés à consommer de l'alcool, ou de la drogue. La troisième question qui est alors là vraiment une question rituelle à laquelle on est confronté assez fréquemment pour des enfants, on va dire, plus à partir de la troisième seconde, c'est la question de l'organisation des fêtes, hein, qui est, quelque chose qu'on observe assez souvent, avec des consommations d'alcool importantes. Et là, on a eu à intervenir assez fréquemment parce que à peu près chaque année, on peut être au courant qu'à l'occasion d'une de ces fêtes, il y a un élève qui a pu, consommer beaucoup d'alcool, se retrouver en coma éthylique. Donc ça, c'est un retour, moi, que je fais régulièrement aux parents, pour, essayer de faire passer un message qui est de dire que, voilà, avec des Mmh. adolescents, il y a une présence des parents qui semble, importante et Mmh. malgré cela, c'est vrai que, Heu, on entend souvent, qu'il y a des fêtes qui peuvent être organisées, soit sans que les parents soient au courant, c'est une possibilité, soit, alors que les parents sont au courant, mais sans réelle surveillance, d'adultes.
Et là aussi, ça nous questionne en tant qu'éducateur, et puis ça peut questionner d'autres familles. Donc voilà un peu ces 3 exemples, hein, pour donner un petit peu une illustration des questions qui peuvent revenir jusqu'à nous, et sur lesquelles on sent que la question de la limite est évidemment très différente d'une famille à l'autre, et heureusement, hein, heureusement qu'on n'est pas tous pareils. La différence, c'est une richesse, mais qu'en même temps, ça peut interroger, et que peut-être que certaines familles sont en difficulté sur cette question de où situer les limites. Est-ce qu'on peut être dans le conflit, du coup, avec son enfant, avec son adolescent? Et donc, c'est une question qui nous semble particulièrement intéressante. En tant que professeur, en tant qu'éducateur, dans un établissement scolaire, on est amené à poser un certain nombre de limites, euh, à les expliquer, à les faire respecter. C'est pas toujours simple, mais bon, on est une équipe et puis ça marche plutôt bien. Et on est bien conscient que en famille, ça peut être parfois beaucoup plus compliqué. Donc, votre éclairage sera tout à fait intéressant sur ces questions. Voilà, je fais un tableau un peu général, et puis je pourrais réintervenir si vous le souhaitez, ou si vous avez aussi des questions. Mais j'invite, comme ça a été dit tout à l'heure, le plus de parents possible à poser des questions, à intervenir, soit par le chat, hein, vous avez un petit module qui permet de poser vos questions par écrit, soit de prendre la parole, en sachant donc que la conférence est enregistrée. Voilà pour ces quelques éléments de départ. Merci beaucoup. Voilà, docteur Forget, alors dites-nous, pour quelles raisons est-ce que les limites sont si importantes à l'adolescence? Je vais prendre les choses un peu en amont de ce que vous proposez. Il y a une raison simple, enfin il y en a plusieurs, mais une, c'est que si on suppose que dans l'enfance, le sujet est pris, ou les enfants sont pris dans une logique d'apprentissage, et vous le savez bien puisque vous êtes enseignant et on est dans l'école. La logique de l'enseignement, c'est quand même qu'on fait crédit au maître ou à l'enseignant ou aux parents d'une autorité qui, dans certains domaines, va passer avant celle de l'enfant. Il va y consentir. La difficulté à l'adolescence, c'est que ce qui surgit dans le corps, le réel, que ce soit le réel de la sexualité ou ce qui se mobilise dans le corps, qui surgit, qui surprend l'enfant, ou même l'engagement dans la vie sociale, enfin la gravité de ce que la vie sociale s'ouvre à eux, ça leur permet plus de faire crédit à l'adulte comme ils le faisaient auparavant. Il y a quelque chose qu'ils sont obligés de traiter d'eux-mêmes, vous voyez. Et donc il y a un rapport à l'autorité qui se modifie complètement parce que le rapport à l'adulte, où ce crédit qui était accordé à l'adulte n'est plus court globalement, et au contraire, il va solliciter les adultes sur la manière dont eux-mêmes ils traitent la question du désir, de la jouissance, de leur position sexuée. Et donc, dans le rapport adolescent-adulte, vous voyez, il y a quelque chose de compliqué parce qu'il y a une mise en cause de l'autorité, mais qui n'est pas par malveillance ou mauvaise intention, c'est logique. Et en même temps, ça va solliciter les adultes sur la manière dont eux-mêmes ils traitent la question de leur vie, au fond, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie, comment ils rendent compte de leurs intérêts, comment ils bricolent pour être à peu près dans leur équilibre. Alors, les limites, et surtout dans le monde actuel, je trouve, ça recouvre quelque chose de très particulier, il me semble, et qu'on repère dans l'attente des jeunes, c'est la parole fiable et la parole mise en acte. Je fais ce que je dis ce que je fais, je peux ajuster les choses, mais en gros, je ne vais pas me désister. Ça, c'est un élément quand même fondamental, ce qui nécessite effectivement, quand on est adulte ou parent, d'essayer de voir comment on va pouvoir ajuster la limite qui est posée, mais en tout cas, en supposant pouvoir la tenir. Pas se fixer des exigences inappropriées, mais ne pas se désister non plus. Ça me semble quelque chose de très important parce que du coup, ça marque une position réciproque de l'un et de l'autre.
ça marque les territoires, les espaces distincts. Et souvent, quand les jeunes, quand les enfants sollicitent les adultes dans la provocation, c'est pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Mais jusqu'où le parent ou l'adulte va vaciller et comment il marquera une limite au-delà duquel il ne peut pas aller. Alors, c'est des points pour les adultes qui sont embarrassants parce que c'est le vécu de nos limites. Mais c'est des points qui ne bougeront pas. Et là-dessus, Freud disait très bien, ce qui se transmet de parent-enfant, c'est ce type de trait idéal, il disait, enfin des traits d'équilibre en quelque sorte, des adultes, à leur insu, et qui vont servir de balises, si vous voulez, un peu comme dans la navigation, il y a des phares, il y a des repères, il y a des balises, ça ne bouge pas, et on peut naviguer. Ou comme chez vous, les meubles sont toujours à la même place. Les parents, c'est comme les meubles, il faut que ce soit toujours à la même place. Vous voyez, les enfants disent, mais tu dis toujours la même chose. Ben, c'est très bien, on sait où ils sont à ce moment-là. Mais du coup, comme ils sont à la même place, on peut naviguer. Vous voyez, et il s'agit surtout que les parents tiennent leur place, quoi. C'est extrêmement précieux comme repère. Et à ce titre-là, si vous voulez, si on suppose que ces repères, ces limites, ça permet de baliser des places, ça offre à l'enfant, au fond, un espace dans lequel il peut faire le brouillon de lui-même. Je trouve ça intéressant, si vous voulez, cette présentation. Faire le brouillon de soi-même, ça veut dire qu'on va pouvoir bricoler dans un espace où on est un peu tranquille, mais on est limité, c'est vrai, mais on va pouvoir faire des ratages successifs. Ce n'est pas des erreurs, ce n'est pas des échecs. Je veux dire, ce n'est pas des échecs, c'est des ratages successifs. Et puis, on peut prendre acte de son équilibre aussi. Et ça aussi, je trouve ça un élément important, parce que les limites, ça amène l'enfant ou l'adolescent à une position de solitude. Et il n'a pas tout de suite ce qu'il veut. Alors, la solitude, si vous le rapportez à l'équilibre, quand on est debout tout seul, ben on tient debout sur nos deux pieds. Et il y a une expérience dans la solitude qui est importante pour essayer de saisir sur comment compter sur soi, quoi. Et dans l'apprentissage, on le trouvera, et c'est ce qui permet aussi, à partir de cet équilibre, de faire des choix, d'être dans un élan. Et là, il y a aussi une dimension que je trouve tout à fait importante à se représenter, c'est qu'il faut être dans une position d'équilibre pour avoir un élan. Or, l'élan, on le découvre qu'après coup. Si vous vous lancez à faire de la bicyclette, du ski, ou en marchant, on se lance, et c'est après coup qu'on trouve notre équilibre. Donc, vous voyez, les atouts de nous-mêmes qui n'apparaissent, et du jeune, qui n'apparaissent qu'une fois qu'il se lance. Et donc, il faut qu'il ait cette liberté de se lancer. Alors, un enfant qui dit à ses parents ou à son père, je ne veux sûrement pas faire le même métier que toi, bon, soit c'est une affirmation, et puis on le laisse entendre, et puis on voit ce qu'il en vient à l'avenir, ou bien le père lui dit, mais tu es un vrai crétin, et à ce moment-là, ils vont s'engager dans un affrontement, et l'enfant n'a pas l'occasion de faire le brouillon de lui-même, vous voyez. Donc la question du brouillon, de l'équilibre, ça me semble des représentations assez utiles quand on veut se représenter les choses, mais c'est au prix effectivement de limites, de positions et de repères qui sont fiables, parce que ça engage la parole des uns et des autres, quoi. Vous voyez, donc c'est une sorte de bricolage. Pour les parents aussi, c'est éprouvant. Il faut ajuster les choses. Et très souvent, j'ai aidé ou j'aide des parents qui ont du mal à situer les choses, alors que la générosité ne suffit pas, quoi. Et que parfois, ils sont un peu bousculés à avoir laissé les choses aller un peu loin, et du coup, sont obligés de faire marche arrière d'une manière un peu brutale. Et là, ils ont une difficulté souvent à dire au fond, est-ce que du côté de mon amour propre, comment mon enfant va voir ça, comment il va me voir maintenant. Alors qu'au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. À partir du moment où un enfant perçoit que le parent essaye d'ajuster sa position, il respecte ça, et au contraire, il y voit une marque d'intérêt tout à fait précieuse. Vous voyez. Voilà en quelques mots, en gros, les points, vous voyez, qui me semblent importants. La question de la parole fiable, c'est quelque chose de vraiment très important dans le monde actuel, parce qu'il y a beaucoup de désistements des uns et des autres, et le discours social est quand même un discours un peu inconséquent, et ça, c'est vraiment très frappant. Et vous parlez, par exemple, des portables. Par exemple, je me rappelle dans une famille, un enfant qui avait, pour qui le portable était si important, il s'est fait sanctionner et priver de son portable en début d'année.
Or, dans la famille, ils n'arrivaient pas à avoir des limites correctes et les parents ne comprenaient pas comment cet enfant qui pouvait récupérer son portable après 15 jours de privation, eh bien, a laissé passer toute l'année privé de portable parce que c'était plus important pour lui d'avoir rencontré quelqu'un qu'il sanctionnait pour de vrai à l'école alors qu'il ne trouvait pas cette sanction dans la famille. Vous voyez, c'est un exemple, il me semble, de l'insistance pour un enfant de trouver une véritable une parole qui tienne. Voilà, bon, voilà, donc allons-y sur les questions si vous voulez. Maya, il y a une question. Le micro, Maya, micro. Oui, on ne vous entend pas. Oui, je crains que ça ne dysfonctionne comme lorsqu'on a fait le test. Est-ce que peut-être il y a une autre question le temps que Maya retrouve son micro? Donc la question de Madame Andraos, si les parents ne mettent pas de limite, est-ce que cela pousse les enfants à se mettre en danger? Ah ben oui, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de limite, ils vont être dans la surenchère. Et ils vont chercher plus loin, puisqu'ils cherchent une limite dans tout état de cause, si vous voulez. Ils cherchent une butée, un point de repère. S'ils ne le trouvent pas dans l'immédiat, ils vont surenchérir. Et l'important des sanctions, c'est ça la sanction, c'est pas tellement d'aller punir en donnant des coups de fouet ou des coups de bâton, c'est pas ça. C'est de tenir compte d'un acte qu'a fait un jeune et de dire quelque chose de cet acte. Le parent dit, je me désolidarise de ce que tu as fait, mais voilà, et en pouvant effectivement le sanctionner d'une manière modérée. Et à cet égard, je trouve, il y a cette formule de Primo Levi, moi que je trouve formidable, qui colle bien avec l'adolescence. Il dit à propos de l'Holocauste, il disait, il ne faut pas comprendre. Parce que si on comprend, on va se mettre à la place de l'autre et on va éluder la gravité de ses actes. Vous voyez ? Et donc, il y a un âge où il y a des actes, notamment des jeunes, qu'il ne s'agit pas de comprendre immédiatement. Il s'agit de tenir compte de la consistance de l'acte, de voir en quoi ça engage la responsabilité du sujet, de l'enfant, même si ça lui a échappé. Quelque chose qui lui a échappé, bon, pourquoi pas. Mais comment l'aider à se réapproprier ce qui a pu lui échapper. Et notamment quand on parlait des violences ou des agirs des jeunes, etc. Vous voyez, c'est très délicat parce qu'il ne s'agit pas de banaliser ce qu'ils font, il ne faut pas le dramatiser, et pouvoir le traiter avec une forme de gravité pour lui permettre de se le réapproprier. Vous voyez ça, par exemple, chez les filles qui vont s'exhiber sur la toile, par exemple. Bon, comment permettre à ces filles et aux familles qui sont choquées souvent de cela, de supposer qu'elles ont du mal à poser les questions de leur identité de fille ou leur identité sexuelle dans la famille par rapport aux parents. Alors, elles le font de manière un peu vive, un peu choquante, obscène, comme ça, apparemment. En fait, ça recouvre quand même une grosse difficulté à poser leurs questions. Donc, il faut tout un détour pour leur permettre de réintroduire ces questions avec nuance et en parole, quoi. Nous avons plusieurs questions. Alors. Oui. Alors, est-ce que Madame Andraos, vous avez retrouvé votre micro? Sinon, je vais lire les questions. Est-ce que vous m'entendez correctement? Voilà, ça y est, ça fonctionne. Parfait. Très bien. Désolée. Alors, docteur Forger, à quel âge pensez-vous qu'il faut commencer à poser des limites? Est-ce que entre l'enfant et l'adolescent, c'est un continuum ou est-ce que quand on a 12 ans, ça y est, on est adolescent et les limites changent? Ça rejoint une des questions dans le chat. Y aurait-il une différence sur les limites à poser à un enfant et un adolescent? Ouais. Bah, vous d'abord, vous demandiez à quel âge on commence à poser des limites, mais dès la naissance. Hein. Mais autrement. Mais l'adolescence, je vous disais, la limite, elle se pose différemment parce que l'enfant, il est plutôt dans un rapport à l'autorité à laquelle il consent, alors que l'adolescence va poser problème. Et là, on va être, comment dire, dans une
une articulation entre le rapport à l'adulte comme autorité et le rapport à l'adulte en tant qu'un être de désir qui a fait sa vie et qui peut être amené à rendre compte et à témoigner à l'enfant de ce qui a fait l'intérêt de sa vie et de ce qui fait l'intérêt de sa vie. Et donc, ça se pose un peu différemment. Et là, les parents se trouvent un peu sollicités. Tout à l'heure, on parlait avec Madame Arbizio, elle me rappelait un exemple moi, que je trouve extraordinaire de ces agirs des jeunes, du père qui me téléphone et qui me demande « Est-ce que je dois sanctionner mon fils et comment est-ce que je dois le sanctionner parce qu'il vient de me voler du hashish ». Voilà, donc vous voyez comment c'est délicat de poser une limite dans ce contexte. Enfin bon, c'est un peu extrême, mais c'est bon. Mais non, mais bon, ça nous fait rire parce que c'est évident. N'empêche qu'il demandait, c'était une vraie question et une vraie demande d'aide, quoi. Et il s'agissait pas il s'agissait de pouvoir l'accompagner, c'est ce qui s'est fait. Mais ça vous montre, vous voyez cette différence, je trouve, entre l'interdit et l'empêchement de jouissance. Parce que par rapport aux limites, on veut interdire des choses. Bon, c'est interdit de tuer le voisin, interdit, il y a un certain nombre de choses qui sont interdites pour la vie sociale. Mais ce n'est pas la même chose que, par exemple, par rapport au hashish, d'interdire du hash à un enfant et les parents fumant par ailleurs. Vous voyez, quelque chose, je t'empêche l'accès à une jouissance à laquelle que je m'octroie. Vous voyez, ce point-là est quelque chose de très, très délicat à repérer. Mais je vous laisse avec les questions, alors oui. Non, mais même si vous pouviez développer un peu ce point, parce que justement dans ce cas-là, comment est-ce que le père ou la mère à qui on a volé du hashish peut être crédible en l'interdisant à ses enfants? Ben, c'est surtout qu'il me demande mon avis et que effectivement il est crédible parce que en tant que père, il consent à un interdit auquel il ne consent pas comme homme. C'est très délicat, mais vous voyez, parce que du coup, ça montre bien comment les parents se trouvent confrontés à des positions éthiques, en quelque sorte, auxquelles ils n'ont pas consenti pour eux-mêmes. C'est très particulier, mais c'est respectable, puisqu'à partir du moment, il y a tout un travail qu'on fait à aider des parents à cadrer leur enfant, oui, mais à partir eux-mêmes sur leurs propres questions qui surgissent à ce moment-là. Et c'est ça qui est très délicat, de respecter ce temps-là. Les questions viennent comme elles viennent. Vous voyez, l'important, c'est de les respecter comme telles et de les prendre comme telles, quoi. Est-ce que nous pouvons peut-être prendre une question du chat qui me paraissait importante? Pas facile d'inculquer le sens des limites dans une société hyper individualiste qui récuse ou repousse les limites en général. Oui. Oui, et c'est, comment dire, oui, c'est sûr, et souvent, le moment qui va permettre de réintroduire ça, souvent, c'est quand l'adolescent ou sa famille se confronte au réel, à une catastrophe, un accident, une maladie, à quelque chose de grave qui bloque, qui effectivement montre que ce terme de récusation ou l'inconséquence du discours actuel, qui fait qu'on peut dire strictement n'importe quoi, sans conséquence, ça génère des moments où on ne tient pas compte du réel et de la gravité des choses, mais cette gravité, elle revient à un moment ou l'autre. Et quand cette gravité revient, là, on a un point d'appui, un levier pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et pour réintroduire une limite ou une prise en acte d'une limite qui était récusée jusqu'alors. Et alors, il y a quelque chose de très particulier, mais ça c'est dans le monde actuel, c'est notamment que on parlait souvent de l'enfance comme un temps de latence. Hein. Les enfants entre, je sais pas, 5, 12 ans, et ils sont tranquilles et ils sont disposés aux apprentissages. En fait, c'est de moins en moins vrai pour l'instant. C'est-à-dire que comme il y a moins de limites, ils prennent moins appui sur leur conceptualisation de la vie ou leur place dans leur esprit, mais ils vont avoir l'impression qu'il n'y a pas de limite et ils vont passer par des crises successives. Ils vont provoquer les parents pour obtenir des limites
Alors, ils vont consulter un temps, et puis on va traiter cette crise, et puis on va continuer comme auparavant dans la même récusation, et puis il va y avoir une autre crise, et puis on va consulter quelqu'un d'autre, etc. Et qu'au fond, on passe de crise en crise souvent, dans cette période qu'on appelait la période de latence entre 5 et 12 ans, en quelque sorte. Et qu'effectivement, j'ai employé ce terme de crise parce que c'est des moments où vraiment le réel vient heurter la vie familiale, choquer la vie familiale. Ça peut être des troubles de comportement, ou bien ça peut être des agirs, ou bien ce que vous avez évoqué tout à l'heure, des violences, vous voyez, ou des alcoolisations inattendues, qui d'un seul coup choquent les parents, et qu'il faut, à ce moment-là, ça vaut le coup d'y prêter attention comme un vrai moment de déséquilibre dont il faut tenir compte. Mais souvent, ça va passer par des étapes comme ça. Vous voyez, c'est ça qui est très particulier. À la différence peut-être de ce qui se passait il y a 50 ans, quand les questions, la problématique des jeunes était plutôt intime, dans la tête. J'ai envie de faire quelque chose, je suis coincé, j'y arrive pas, j'en souffre et je demande de l'aide. Là, c'est pas ça. C'est que, comme vous l'évoquez, il y a cette récusation, c'est-à-dire qu'au fond, j'ai pas de limite, donc je vais chercher des limites dans le monde extérieur, hein. Ça va me poser un problème avec les autres, et il va falloir que je puisse me réapproprier cette impossibilité que les autres m'imposent comme une impossibilité intime. Vous voyez, c'est structuré un symptôme, quoi. Hein, mais sans ça, j'ai l'impression que je n'ai pas de limite. Et qu'effectivement, les symptômes, si vous voulez maintenant, c'est entre les enfants et les adultes, en quelque sorte, souvent. Et à ce titre-là, les adultes le perçoivent bien, et qu'on a l'impression d'être ringard ou d'être pénible ou de ne pas être dans le sens du poil, mais c'est une manière de marquer une limite, de permettre à l'autre de s'approprier une limite et d'en faire quelque chose. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait actuel. Oui, Brice Parent, Peut-être, oui, je voulais rebondir sur sur ce que vous venez de dire. Très souvent, quand on discute avec des parents, une des raisons de leur crainte à poser une limite, c'est de couper leur enfant d'une certaine forme de socialisation. C'est-à-dire que, sur les exemples qu'on a pris tout à l'heure, hein, si je lui interdis d'avoir l'accès à WhatsApp, alors je vais le marginaliser, je vais le couper de son groupe d'amis, je vais en faire un être asocial, etc., etc. Si je lui interdis d'aller en soirée dès la 4e et de rentrer à 2 heures du matin, alors même chose. Si je lui interdis de consommer de l'alcool, alors voilà, il sera pas vu comme quelqu'un de positif dans le groupe, etc., etc. Comment est-ce que, enfin, quels conseils vous donnez aux parents qui sont dans cette inquiétude du devenir social de leur enfant? C'est-à-dire que ce discours que vous attribuez aux parents, les enfants l'ont déjà avancé. Ils leur ont dit déjà, si tu me prives de ceci, hein, et donc ils ont fait le travail d'une certaine manière. Et donc, ça implique souvent de pouvoir reprendre les choses avec les parents en amont, si vous voulez, leur faire repérer et les interroger sur ce qu'ils veulent pour leur enfant, quoi. Parce que, au fond, toutes ces questions de jouissance qui sont proposées, si vous voulez, quand même dans la vie, et justement, la question qui se pose à l'adolescence, mais même avant, c'est la perspective. Qu'est-ce que j'ai comme perspective? Alors, la perspective, c'est un point. Hein, au niveau d'un tableau, c'est un point de fuite, la perspective. C'est pas grand-chose. Mais on va chercher quelque chose qu'on n'a pas tout de suite, quoi. Et c'est cette tension de recherche qui est très difficile à tenir et que les enfants ou les jeunes ont du mal à supposer. Ce que je vais chercher, cette incertitude, j'ai pas tout de suite ce que je veux, c'est viable. Ou est-ce que vraiment je me sens dans une vulnérabilité insupportable? Alors, toutes les jouissances qui sont immédiates, elles viennent comme écran à cette perspective. Ça bouge, c'est immédiat, c'est une jouissance immédiate. Ou bien c'est un accès immédiat aux autres, à un groupe. Je suis dans un groupe, mais du coup, je m'y fonds, etc. Et donc, c'est plutôt d'aider les parents à savoir qu'est-ce que c'est que la perspective qu'ils peuvent avoir pour leur enfant, qu'est-ce qu'ils peuvent pas tellement proposer comme modèle, c'est pas ça, hein. C'est
pas leur proposer un modèle tout fait dans lequel ils seraient coincés. Mais qu'est-ce qu'ils désirent pour leur enfant? Qu'est-ce qui est important pour la vie qu'ils imaginent? Et comment ils peuvent développer ce point de perspective et du coup travailler ça un peu avec leur enfant. Et à ce moment-là, ça leur permet un peu de décoller de cette immédiateté, d'abord de retrouver une sorte de singularité dans ce qu'ils désirent, eux, dans leur famille, pour leur enfant, et quand même qu'il y ait une différence. À partir du moment où on est un peu familier avec une différence, bon, ben, on peut s'articuler avec les autres, mais on n'a pas l'impression qu'on va être complètement mis à part. Et puis, c'est une manière aussi de pouvoir percevoir, en les accompagnant, à quel point ça peut leur être difficile, en tant qu'adolescents, que jeunes, d'aller dans ce sens-là, parce qu'ils peuvent avoir l'impression, pour des raisons, par exemple, des exigences scolaires actuelles, de devoir faire des choix professionnels dans un âge où ça leur est difficile. Quoi. Vous voyez, il y a des exigences qu'on leur pose qui peuvent leur sembler excessives, inappropriées. Alors ça, c'est sur le plan, comment dire, au niveau professionnel. Sur le plan affectif aussi, c'est tout à fait délicat. Par exemple, ce qui est frappant quand même, c'est comment les filles peuvent du coup se trouver dans une présentation de femmes, hein, alors que c'est des petites filles. Et comment effectivement fermer les yeux en quelque sorte ou les écouter. Écoutez, et effectivement, si vous écoutez ces jeunes femmes, ben c'est des petites filles. Et dès qu'il s'agit de pouvoir ajuster les choses à leurs propos et effectivement à la manière, à là où elles en sont, si vous voulez. Vous voyez, et là aussi, la perspective, elle nécessite toute une temporalité et une attention où là-dessus, il s'agit effectivement de prendre des choses en amont, vous voyez. C'est un peu là-dessus. Et à ce moment-là, si on joue sur la question de la différence et la manière dont l'enfant est attentif comment dire, à l'attention qu'on lui porte, comment dire, c'est pas ce que les parents, c'est pas je sais pas comment dire, c'est pas le contenu de l'affirmation qui va être important. C'est l'acte de l'attention qui est important. Ils font attention à moi et du coup, alors évidemment, ce qui est toujours difficile à cet âge-là, c'est que les parents proposent quelque chose et l'adolescent dit non, non, ça m'intéresse pas, tu m'embêtes, etc. N'empêche que c'est important d'y revenir parce que c'est une marque d'attention, ça définit une place, justement, une limite sur laquelle l'enfant peut prendre appui, vous voyez. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. À l'adolescence, je parlais de la fiabilité de la parole, mais l'autre élément, effectivement, aussi, c'est la différence entre l'énonciation ou l'affirmation et ce qu'on affirme. Si j'ai un acte, si j'affirme quelque chose, si je dis à un enfant, tiens, je fais attention à toi d'une manière ou d'une autre, il y a un acte, on parlait comme un acte de création qui définit une place. La manière, l'objet même de l'affirmation, on peut se tromper, on peut être maladroit, c'est pas tellement important. Et vous voyez, et quand un adolescent ou un jeune dit quelque chose, par exemple, quand un jeune qui a pu faire des agirs, des tentatives de suicide, ne sait pas savoir quoi faire dans la vie, d'un seul coup, je veux faire ceci. Cet exemple, moi, que j'avais trouvé formidable, une fille qui était, pour les parents, était médecin, par exemple, et puis elle ne marchait pas au niveau des études, elle fait des tentatives de suicide pour des tas de raisons, et puis à un beau moment, elle dit, je vais être barman. Alors, les parents un peu sidérés, eh ben, on a pu arrêter, lui laisser la liberté de voir comment elle pouvait être barman pour qu'elle reprenne les choses avec son style, à sa manière, et du coup pouvoir se lancer à partir d'un élan, vous voyez. Et cette sorte d'élan, dès qu'un adolescent qui est en panne dit voilà, je voudrais faire ceci, là on reconnaît l'affirmation, quoi. Et il s'agit de pouvoir l'accompagner dans cette affirmation, même si on est un petit peu interrogatif. L'acte est à reconnaître et à ce moment-là, on peut l'accompagner et les choses avancent, vous savez. Alors, dans le chat, nous avions une question. Il est quelquefois difficile de tenir les mêmes limites dans une fratrie à quelques années d'écart. Il peut y avoir un glissement des limites. Est-ce un problème? Quel est votre point de vue sur ce point?
Bah oui, c'est délicat. Bah oui, c'est toujours difficile, surtout que les uns vont jouer sur et les autres vont jouer sur ces différences-là. Mais ça implique de pouvoir essayer de réajuster. Là, on retombe sur les questions de la différence, si vous voulez, de réintroduire la différence pour les uns ou pour les autres. Et souvent, quand il y en a un qui se plaint ou une qui se plaint, c'est de manière un peu vive, quoi. Donc, c'est une quête d'attention à essayer de réitérer. Parce que de toute manière, ce qui est sûr aussi, c'est que c'est un élément souvent important, c'est que les jalousies, quand des jalousies sont vives dans les familles entre frères et sœurs, c'est pas la question du rapport entre les uns et les autres, c'est que les uns ou les autres ne sentent pas leur place différenciée, suffisamment définie de par les parents. Si les parents font attention un peu plus à l'un ou à l'autre, c'est pas forcément facile, c'est pas ça ce que je veux dire, mais à ce moment-là, la différence étant posée différemment, eh bien, les rivalités tombent en quelque sorte. Oui, c'est vraiment sur cette question, donc ça reprend vraiment dans le sens vertical qu'on peut traiter des solutions, trouver des solutions dans ce domaine. Une, une autre question dans le chat, oui? Oui, Madame Andraos, vous voulez… Oui, comme vous voulez. Donc, je vous la lis telle qu'elle est. Serait-ce acceptable ou une très mauvaise idée de se concerter avec les parents des amis de notre enfant pour poser certaines limites communes? Heure de sortie, alcool, utilisation des réseaux sociaux. Donc, c'est peut-être parfois plus facile pour les parents de se dire, bon, on est plusieurs parents, on se concerte et on fixe des limites ensemble plutôt que moi tout seul dans mon coin. Et après, mon enfant va me dire, mais tu es la seule à fixer ces limites-là. Oui, oui, sûrement. Oui, oui, ça peut tout à fait, oui. Ah ben oui, oui, mais ça, c'est un acte d'invention, si vous voulez ça. C'est tout à fait juste et c'est très important. Et les enfants peuvent y être sensibles, bien entendu. Mais il y a une autre question, si vous voulez, il y a un autre point qui est implicite dans ce que vous évoquez, c'est la question de la manière dont les parents, entre eux, vont s'entendre sur les limites. J'ai laissé ça de côté tout à l'heure, mais parce que ça, c'est un élément crucial. Que les parents soient ensemble ou séparés, comment est-ce qu'ils peuvent consentir à des limites communes fixées à leur enfant? Parce que là encore, vous voyez, le rapport à l'autorité ou à la limite, c'est pas l'affaire de l'un ou de l'autre. C'est pas l'affaire de rapport à un parent ou à un autre parent. Auquel cas, ça risque toujours de se rabattre sur une question d'amour-propre ou de susceptibilité de l'un ou de l'autre. Si c'est un point d'accord entre les parents, c'est un point. Un point, c'est un élément symbolique. On ne va pas se bagarrer contre un point. Et c'est au fond pour un enfant faire l'expérience d'un repère qui est symbolique. Et c'est effectivement ce qu'il va utiliser ensuite dans l'enseignement. On lui fait bricoler, manier des tas de points, des tas de repères qui ne bougent pas, etc. Et souvent, par rapport d'ailleurs à des parents qui ont du mal à poser des limites à leurs enfants, je leur fais remarquer que parfois leurs enfants leur demandent des passe-droits qui seraient analogues à ceux qu'on demanderait à un professeur de mathématiques, quoi. Est-ce qu'au fond, si on s'entend bien, hein, 2 plus 2, c'est une convention que ce soit 4. Mais si avec le prof on s'entend, bah, 2 plus 2, ça pourrait faire 5. Pourquoi pas? Pourquoi se gêner? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et alors à ce moment-là, ils perçoivent ce que ça veut dire, vraiment les passe-droits auxquels ils sont contraints. Je reprends juste pour une question. Vous disiez tout à l'heure dans notre petit échange au téléphone, justement, que souvent vous constatez qu'il y a une réaction des parents, des familles, mais quand il y a vraiment une mise en danger, quand c'est très très loin. Donc voilà, je voulais un petit peu vous poser une question là-dessus, puisque nous avons quand même tout ce temps, toute cette marge entre, je dirais, les premières transgressions et les premières prises de risque et le moment vraiment de la mise en danger qui va réellement alerter les parents et les faire se mobiliser.
Mhm. Ben, mais souvent, quand il y a eu, soit la mise en danger, comment dire, elle est traitée en amont, ou bien si elle vient en un second temps avec un constat, souvent là, les parents ont pris acte de la gravité des choses. Et ça nécessite souvent à ce moment-là de vraiment pouvoir avoir quelques rencontres pour évaluer la gravité de ce qui s'est passé. Parce que si vous voulez, un enfant qui est à se mettre en danger, à se précipiter en quelque sorte, hein. C'est comme quand on marche, on bute sur un obstacle et on se précipite, on court après notre centre de gravité. C'est un peu de cet ordre-là. Et donc, qu'est-ce qui permet à reprendre des éléments précis de la vie familiale ou de la vie sociale de cet enfant, à repérer ce qui a pu amener à cette mise en danger et à cette précipitation-là. Et c'est des éléments où, si vous voulez, on pourrait dire que les mises en danger, c'est vraiment des conduites ordaliques, c'est aller supposer que le sort viendrait décider quelque chose à la place du sujet, quoi. Je ne suis pas responsable de ma vie à organiser, je me précipite en avant, puis un beau jour, bon, il va y avoir un coup du hasard qui fait que ça va marcher ou que ça ne va pas marcher. Et donc, la question, c'est surtout de repérer comment, qu'est-ce qui fait qu'un enfant n'a pas pu s'approprier, ne peut pas s'approprier ce qui freine l'initiative de sa vie, quoi. Et en quoi il y a des choses qui le freinent dans la manière dont il est dans le lien avec les autres et les adultes qui l'entourent. Et ça implique tout un travail pour essayer de saisir, avant qu'il y ait ces mises en danger, il y a eu des tas de manifestations dans la famille ou auprès des proches, auxquels les uns et les autres peuvent être, dont ils peuvent être conscients, qui sont souvent des mises en scène. Il y a eu des mises en scène au sein de la famille qui étaient déjà des alertes de ce que l'enfant ne pouvait pas dire quelque chose, ne pouvait pas affirmer quelque chose. Et là, il y a des manifestations, on le voit, c'est des points qui sont structuraux et tout à fait importants. Un certain nombre de jeunes qui mettent en scène des choses qu'ils ne peuvent pas dire. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure du père qui me demande de sanctionner son fils qui lui a volé du hashish, un fils qui vole du hashish à son père. C'est l'exemple même de ce qu'il ne peut pas interroger son père sur ce qui fait sa jouissance d'homme à son père. Parce qu'il est il y a une jouissance qui est dans la transgression. Donc il ne peut pas l'interroger. Alors, la référence aux adultes pour les enfants, c'est quand même que les adultes, ils font référence au niveau symbolique, quoi. C'est eux qui ont des mots qui sont censés être porteurs de l'interdit. Alors, si ceux qui sont porteurs de l'interdit, qui gèrent à leur manière, chacun le traite avec le plus de justesse possible, mais ce n'est pas toujours très simple. Mais en tout cas, si ceux qui sont porteurs de l'interdit se désistent, ça prive l'enfant de la parole, hein. Ça prive l'enfant de l'outil de la parole. Et vous retrouvez exactement la même chose dans les abus sexuels, dans tous les abus. Si celui qui est adulte, qui est censé faire référence, défaille de sa place, ça prive l'enfant de la parole, de l'outil. C'est pas qu'il serait mal compris, c'est pas ça. C'est l'outil de la parole fait défaut. Et à ce moment-là, l'enfant se trouve amené à mettre en scène, comme ce garçon qui vole du hache à son père, il met en scène ce qui fait défaut. Et vous voyez bien quand même cette opération où un enfant, pour faire valoir une position éthique ou morale d'un père, il utilise le vol. Le vol, c'est une transgression. Eh bien, il utilise les outils qu'il a à sa portée. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué. Et du coup, vous voyez, il y a ce genre d'opération qui se vit dans les familles. Et les histoires des vols dans les familles où l'enfant va prendre de l'argent dans le sac de la mère ou du père, etc. C'est des trucs d'une banalité frappante, mais les vols dans les familles, c'est ça. C'est un enfant qui cherche un interdit qu'il ne trouve pas. Ce n'est pas l'objet qui est important. C'est aller voler quelque chose à l'adulte qui fait référence, c'est dire, il y a un interdit, une limite rigoureuse, une parole fiable que je n'arrive pas à trouver dans mon entourage. Et donc, vous voyez, je mets ça en scène. Alors, si ce n'est pas vu, après,
ça se dégrade dans des mises en danger, effectivement. Mais les choses se sont posées avant déjà, quoi. Il y a, j'ai une nouvelle question, quelque chose qui a été abordé tout à l'heure, que nous n'avons pas développé, mais qui me paraît extrêmement important du point de vue des parents. De nombreux parents ont du mal justement à poser des interdits, poser des limites au moment de l'adolescence parce qu'ils ne veulent pas de conflit. Ils ont peur du conflit avec leurs enfants adolescents. Alors si vous pourriez nous parler un petit peu de ça, parce que je crois que du point de vue des parents, c'est une grande difficulté de pouvoir assumer ce conflit parfois. Mmh. Ben oui, mais oui, vous avez raison, mais justement, il s'agit de comment dire, peut-être de rapporter le terme de conflit au fond à ce qui fait problème. S'il y a un problème, c'est qu'il y a des éléments contradictoires. Or, la difficulté, souvent, ça va être justement ce temps antérieur de pouvoir tenir compte de ce que l'enfant est différent de ce qu'il s'imagine. Parce que avant, et plus fréquemment que les conflits à proprement parler, il y a l'opposition et l'affrontement. Et je vous donnais l'exemple tout à l'heure de l'enfant qui dit à son père « je ne veux pas faire le même métier que toi » et le père qui lui répond « t'es un crétin ». À ce moment-là, il y a une récusation de ce que l'enfant disait et l'adolescent va s'opposer à l'autre. On va glisser dans les oppositions. Et quand on est dans les oppositions dans les familles, ce n'est pas des conflits, hein. Mais c'est le fait que l'enfant ne perçoit pas, il se sent prisonnier de ce qu'on attend de lui, quoi. Vous voyez, comme si c'était une autorité, et ça vous donne une autre tonalité des limites, il perçoit que l'autorité est militaire, en quelque sorte. Enfin, j'ai rien contre le militaire, c'est pas ça ce que je veux dire. Une autorité, il faut obéir, vous voyez, il faut obéir, hein, et on s'efface. Alors du coup, si je m'efface, si obéir ou respecter l'autorité, c'est m'effacer, la seule manière que j'ai d'exister, c'est d'être contre. Je suis contre l'autre. Et du coup, j'ai une position de force, hein, mais qui est illusoire. Parce qu'il suffit que l'adulte ouvre la bouche pour que je sois contre. Mais je suis fort. Par contre, c'est complètement différent de la vulnérabilité dans laquelle je suis à faire le brouillon de moi-même. Si je fais le brouillon de moi-même, je suis vulnérable, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ces enjeux, vous voyez, de conflit, le terme conflit, ça peut recouvrir des oppositions. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors que le conflit, ça impliquerait déjà que le parent, peut-être, qui a une perspective, qui développe un peu une perspective, ou qui réfléchit, ou qui met en avant la perspective pour son enfant, repère que l'enfant, il n'est pas tout à fait dans le même sens, où il y a un certain nombre de freins, il n'est pas d'accord, il y a des accords, il y a une contradiction, si vous voulez. Il y en a un qui veut quelque chose et l'autre autre chose. Et là, il y a un problème. Et à ce moment-là, ça vaut le coup de poser les choses comme un problème et de pouvoir en parler. Et de prendre le temps d'en parler aussi. Vous voyez ? L'exemple, même peut-être, c'est même pas un conflit, mais j'avais vu un garçon comme ça, son père avait du mal à le sanctionner alors qu'il fumait du hash et qu'il était en échec scolaire en terminale. Et son père avait du mal à sanctionner alors que le père était chirurgien. Vous voyez, il savait couper dans la chair, mais il ne savait pas sanctionner son fils. Et à la longue, bon, les choses se sont un peu amendées. Le fils prépare son bac et puis un beau jour déclare à son père « Oh, tu sais, l'année prochaine, je vais faire HEC ». Et le père, soigneusement, n'a rien dit. Et puis, 15 jours après, le fils est revenu le voir et lui dit « Oh, tu sais, finalement… HEC, non, je vais faire des études en fac d'économie, ce sera très bien. » Et donc, vous voyez, l'enfant là a eu le temps, lui, de s'entendre dire aussi les choses, de réaliser que ce n'était pas tout à fait à sa portée, parce que son durée scolaire n'était pas tout à fait, ne convenait pas, et puis d'ajuster les choses. Il a eu le temps d'ajuster les choses et effectivement de repérer qu'il y avait quelque chose là qui pouvait être à sa portée, quoi. Mais les choses parfois peuvent effectivement demander du temps. Ça, la temporalité, c'est quelque chose d'important. Et quand vous évoquez les conflits, il me semble aussi que les parents puissent poser des choses comme repères. Laisser à l'enfant le temps de dire je suis d'accord, pas d'accord, de s'entendre le dire aussi. Parce que je vous parlais de l'affirmation tout à l'heure. Affirmer quelque chose, c'est un acte. Soit
Mais c'est important pour un enfant, d'ailleurs un enfant ou un adolescent, ou un adulte aussi d'ailleurs, d'avoir le temps d'entendre ses pensées en paroles. Et c'est pas la même chose de penser des trucs dans la tête et de pouvoir s'entendre les dire et de percevoir la pertinence de ce qu'on dit après coup. Est-ce que je m'y retrouve dans ce que je dis ou pas? Et est-ce que l'autre m'entend et est-ce que c'est une pertinence? Vous voyez? Et donc, le temps de pouvoir être soit en conflit, soit en désaccord, c'est un temps important, mais il faut qu'il puisse y avoir ce temps de disponibilité ou bienveillance pour que l'enfant puisse faire, ou l'adolescent fasse le brouillon de ce qu'il veut faire et le temps d'ajuster les choses, de rectifier ce qu'il veut dire. Et donc, ça met en jeu la susceptibilité des uns et des autres, et qu'il y ait un peu de paix là-dessus, et du temps, en tout cas, c'est sûrement très important. Il y a une question dans le chat, peut-être une dernière question. Donc, une question parfois difficile à aborder. Comment poser des limites sans être intrusif ou trop dans ce qui appartient à l'adolescent, par exemple, avec l'usage du smartphone ou des réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut plutôt mettre des limites sur l'utilisation horaire tout en s'interdisant de contrôler les contenus, les contacts? Voilà, comment est-ce qu'on peut poser des limites sans être trop intrusif et dans le contrôle? C'est du sur-mesure. Hein. Et donc, c'est de répondre comme ça, mais ça dépend là aussi un peu de l'incidence de ces outils, parce que soit l'enfant ne peut pas dormir, et à ce moment-là, c'est assez logique de lui permettre de dormir la nuit, donc de laisser l'objet à l'écart. Par exemple, là voilà, c'est l'exemple du réel qui fait si l'école dit aux parents que l'enfant dort toute la journée en cours, on peut supposer qu'il ne dort pas la nuit. Donc, on peut en venir, vous voyez, à ce genre de choses. Et puis, sur le plan des contenus, il faut voir quelle incidence est-ce que ça a. Est-ce que c'est dans des échanges ou est-ce qu'il y a des éléments provoquants ou inquiétants dans les points qu'il va aborder ou les interlocuteurs qu'il va aborder. Et parfois, comment dire, si les parents sont attentifs, ils ont des indices de ce qu'il y a une pertinence ou pas à limiter leur enfant dans tel ou tel domaine. Parfois, les parents sont outrés. Par exemple, moi j'avais vu des parents qui étaient étonnés de ce que effectivement leur enfant, ils ont découvert par hasard que leur fils leur avait déjà proposé des actes sexuels, s'était vendu en quelque sorte. Il était jeune, 14 ans, à quelqu'un qu'il avait rencontré sur Internet comme ça. Alors les parents étaient assez soufflés parce que c'était un âge où alors la question de la sexualité, elle se posait absolument pas à table. Et découvrir que leur fils était en voie presque de se prostituer, enfin en virtuel, bien entendu. Mais là, c'était une manière, vous voyez, dont s'introduisait la question de la sexualité accrue. Ou bien, comme je vous disais tout à l'heure, ces filles qui s'exhibent sur la toile et les parents tombent un beau jour sur l'ordinateur ouvert avec leurs filles nues, ça leur fait quelque chose là. Et quelque chose, vous voyez, d'une gravité à prendre en compte avec précaution. Mais c'est des alertes qui sont importantes. Et quand même, il y a quelque chose structurellement, il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire qu'on parle des réseaux comme ça sur la toile. Hein. Or, la toile, il n'y a que 2 brins. Ce n'est pas un tissu. Hein. Un tissu, c'est fait de 3 brins. Hein. Vous avez deux fils que vous entrecoupez, et puis vous avez du vide. Et cette consistance symbolique, c'est une consistance qui fait tenir la toile, qui fait tenir un tissu. La toile, il n'y en a que 2. Et au fond, vous voyez, ce qui est surtout impressionnant, c'est comment on voit des jeunes et ça s'est fait, de jeunes désespérés, qui s'adressent comme ça à la toile dans l'espoir d'avoir du répondant. Il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de répondant, et c'est du désespoir. Et il y a eu des suicides qui sont survenus sur ce mode-là. Mais la toile en elle-même n'a pas d'importance, en fond. C'est un outil
qui reflète plutôt dans le monde actuel l'inconséquence du discours. Et donc ça renvoie effectivement là-dessus les adultes à être conséquents dans la manière dont ils aident leur enfant à utiliser cet outil. Et là-dessus, c'est vraiment du sur-mesure. Là-dessus, et même dans des situations difficiles, des parents qui sont choqués par des actes suicidaires de jeunes que leurs enfants fréquentent, c'est vraiment très délicat et ça demande tout un travail avec les parents pour ajuster les choses. Ça. Alors par contre, il y a un élément qui est quand même important par rapport à cette fascination des écrans, c'est d'essayer de poser les limites d'une manière préalable, c'est-à-dire de prévoir des horaires, hein, d'organiser les choses. Ça peut se discuter, ça peut être excessif, mais ce n'est pas la même chose que d'intervenir au terme d'un temps accordé pour dire bon, on arrête, c'est convenu. C'était ce qu'on avait convenu. Ou plutôt de laisser les choses déborder et d'intervenir en un second temps. Parce que alors là, c'est un effet intrusif et l'enfant se révolte. Il n'était pas prévenu. Vous voyez, la manière dont on traite les choses est quand même nécessite de faire de sur-mesure et de prendre les choses avec précaution. Oui, bon, il y a autre chose qui me revenait, mais je ne sais plus quoi sur cette affaire-là. Bien. Maya. Oui, je reviens à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de ce père qui ne voulait pas sanctionner son fils qui prenait du hashish. Et là, vous avez aussi parlé des limites qu'on met au préalable plutôt que de les poser après ou d'intervenir par la suite. Donc, quelle est votre réaction, enfin, votre position par rapport aux sanctions? Est-ce qu'il faut en mettre des sanctions? Qu'en pensez-vous? Ben oui, la sanction, je vous disais tout à l'heure, la sanction, c'est reconnaître un acte, l'acte de quelqu'un. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne convient pas, si ça semble pertinent, il s'agit bien de reconnaître que c'est ce qu'il a fait. Et pour pouvoir justement en parler, reconnaître la gravité ou la consistance de l'acte, mais c'est pas les effets de la. Il ne s'agit pas de faire souffrir quelqu'un au maximum pour l'éviter qu'il répète, parce que la sanction et la punition, c'est pas pareil. Hein. Je vous rappelle que Rousseau, quand il hésitait à toucher la main de la dame, il savait qu'il aurait un coup de bâton. Hein. Elle lui donnerait un coup de baguette. Mais il disait, bah, c'est le prix à payer de la transgression. Je touche la main de la dame, j'aurai un coup, et puis voilà, bah, je pourrais recommencer. Voilà, c'est ça la punition. C'est le prix à payer de la transgression. La sanction, c'est autre chose. C'est au fond, il y a des perspectives. Je suis obligé d'amener peut-être à en passer, à faire confiance surtout au crédit, à faire confiance aux limites que proposent les parents, à ce qu'ils perçoivent pour moi, à la perspective qu'ils ont pour moi. Je leur fais confiance et donc j'en passe par ce qu'ils m'imposent. Vous voyez, ce rapport à l'autorité, quand même, on l'a même là, au niveau de la sanction, on traite beaucoup dans la limite, mais la limite aussi pour un jeune, c'est pouvoir faire crédit, faire confiance à ce que les parents proposent. Hein, et pouvoir faire confiance à ce que les parents proposent, ça veut dire que si j'écoute ce qu'ils pensent pour moi, c'est que je vais pouvoir réussir dans ma vie. Hein. Et donc là, il y a quelque chose, vous voyez, on change de registre, c'est plus la méfiance, la révolte, l'opposition, c'est l'acte derrière la perspective, peut-être la confiance de ce que les choses puissent réussir, et puis qu'on puisse parler un peu de choses sérieuses, c'est-à-dire qu'un enfant peut s'adresser à ses parents pour voir comment ils ont un peu vécu leur vie, comment ils ont bricolé dans leur vie, comment au niveau de l'identité sexuée notamment, ils se sont débrouillés, notamment pour les filles, comment compter un peu sur leur mère, en se dégageant souvent de rivalités, hein, parce que les rivalités mère-fille, notamment dans le monde actuel, elles sont extrêmement vives, ces jalousies-là. Bon, comment on peut les calmer un peu pour que les filles puissent compter un peu sur leur mère et sur l'expérience même de leur mère dans la vie en tant que femme et en tant que mère. Et ça, c'est des éléments importants. Donc, vous voyez, c'est l'important de la rigueur, c'est pas la rigidité, mais la rigueur, ça permet d'être dans un climat de paix, de confiance,
pour pouvoir parler des choses sérieuses, quoi. Et pouvoir vraiment être dans des conditions de construction et pouvoir être sur des conditions d'un élan où on peut aller de l'avant et découvrir des choses de soi auxquelles on n'est pas, qui ne nous sont pas familiers, et dans les surprises, quoi. Docteur Forger, je crois que vraiment, on vous écouterait pendant des heures, mais l'heure a tourné pour le coup. Alors, il y a écoutez, on va peut-être vous donner les 2 dernières questions du chat, et puis si vous voulez bien conclure, hein, voilà. Alors, quelle est la place de la prévention au sein de l'école vis-à-vis des conduites à risque? Et comment faire quand le rappel quotidien des limites suscite une conflictualité permanente? Comment trouver cet équilibre entre fermeté et bienveillance et souplesse? Ben, il y en a pour quelques heures, alors là. La deuxième, comment dire, c'est suspect. La conflictualité permanente, c'est un terme suspect. La conflictualité permanente, c'est que les enfants sont dans l'opposition. Ils sont dans l'opposition et dès qu'on amène quelque chose, ils sont contre. Donc on n'est pas dans la conflictualité. Le terme ne correspond pas tout à fait à ça. Parce qu'effectivement, quand un enfant est dans la surenchère, c'est qu'il suppose qu'en insistant, il va obtenir ce qu'il veut, ou bien qu'il reste dans l'opposition. La conflictualité, ça implique quand même qu'on pose ça comme un problème et qu'on prenne le temps de poser les choses, comme en mathématiques, on pose un problème et puis on trouve une solution à l'issue du problème. Vous voyez, mais il faut vraiment poser les choses dans une différence. La conflictualité permanente, c'est qu'on n'arrive pas à poser les choses vraiment dans un problème et c'est qu'on n'arrive pas vraiment à poser les choses comme un conflit. Vous voyez, on est dans l'opposition. Et quant à la première question, c'était sur la place de la prévention au sein de l'école par rapport aux conduites à risque. Ben ça, c'est plutôt, il me semble, je ne sais pas comment dire, la gravité avec laquelle les enseignants peuvent parler je sais pas, la gravité avec laquelle les enseignants ou les adultes d'ailleurs peuvent parler des enjeux de la vie. C'est quelque chose comme ça. Alors, en quoi ça peut amener des informations? Parce que c'est délicat la question de l'information, vous voyez, ou du savoir. Il y a un savoir comment dire, un savoir constitué, et puis il y a un savoir intime. Et ça, on rencontre ça, vous savez, sur les questions de la sexualité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait toujours qu'en dépit de l'information sur la contraception, il y a toujours le même taux d'intervention volontaire de grossesse chez les jeunes. C'est-à-dire que l'information, elle peut circuler. On peut faire l'information. Mais qu'est-ce qui fait qu'une fille peut faire appel à son savoir intime pour dire non, pour prendre position? Vous voyez? Et ça rejoint la question de la gravité des comportements à risque. En quoi, du côté des enseignants ou de l'école, on peut entretenir le savoir intime d'un sujet, d'un jeune? Comment lui faire percevoir ça? Il me semble, il y a à la fois les informations et sans doute il y a la qualité des échanges avec les enseignants qui doit permettre ça. Il me semble, vous voyez, ça nous ramène à cette question de départ où l'adolescence, c'est à la fois un rapport à l'autorité de l'adulte et en même temps un rapport au savoir intime de l'adulte, comment l'adulte se débrouille dans la vie pour soi-même. Quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, qui est complexe, mais qui peut donner lieu, sous le prétexte d'enseignement, à des échanges où à ce moment-là, l'enseignant est partie prenante dans l'affaire et ne reste pas dans une position de fonction. Dans une réserve et un équilibre ajusté, quoi. Bien. Est-ce que vous voulez nous dire encore quelques phrases sur cette question des limites qui nous a réunis ce soir? Ce point-là qu'on évoque à la fin, moi, il me semble, il reprend un peu ce que je vous évoquais au début, c'est-à-dire cette difficulté pour les adultes d'ajuster, d'être un peu tiraillés entre leur position d'autorité et la manière dont ils peuvent témoigner de leur propre équilibre
Et ça, c'est un élément, si vous voulez, crucial. Je ne sais pas comment dire. C'est ce qu'on appelle, nous, souvent, d'un point de vue technique, le transfert. Je pourrais vous donner un exemple un peu amusant à la fin. C'est un garçon qui avait une déception sentimentale, un adolescent, et puis il s'alcoolise, il casse tout dans sa chambre, il descend dans la rue, il casse les rétroviseurs des voitures, la police, les pompiers arrivent, il disparaît, il s'enfuit. Sa mère le retrouve chez un copain, elle me l'amène le lendemain. Et puis comme ils sont tous les deux ensemble, j'ai envie de voir la mère et le fils en même temps. Le garçon dit non, non, pas question, je vais vous voir tout seul. Alors bon, je le vois tout seul. Et alors il me raconte comment il est l'objet de violences, de jalousie à l'école, dans la famille, les parents séparés, les violences, etc. Il n'arrête pas de parler. Je peux difficilement placer un mot. Je grogne de temps en temps, je cligne du bonnet pour montrer que je suis là. Et puis à la fin, quand même, il reprend son souffle. Alors j'en profite pour lui proposer qu'on en reparle le lendemain matin. Et à ce moment-là, ce garçon regarde mon bureau et puis il me dit vous avez beaucoup de livres ici, peut-être vous pouvez m'aider. Parce qu'à la fin de la semaine, j'ai une interro. Je n'ai pas pu la préparer. Peut-être vous avez le livre ici. C'est 5 psychanalyses de Freud. Alors, vous pourriez me le prêter. Voilà. On a démarré nos entretiens comme ça. Vous voyez il y a des moments là où il me sollicitait dans une position tout à fait singulière et tout simplement, il y avait la gravité qui répondait à ce qu'il attendait, en quelque sorte. Voilà. Bien. Mais écoutez, vraiment un très grand merci, docteur Forget. Vous nous avez vraiment apporté beaucoup de choses et je crois que ça va vraiment nous faire réfléchir. Hein. Je retiens particulièrement une belle image à propos des limites, ou si je vous disiez que les limites, ce sont les limites que posent les parents, c'est comme des repères. Permettent de laisser à l'adolescent, à l'adolescente, le temps de faire le brouillon de soi-même. Très belle image, et voilà. J'avais envie de reprendre. Vraiment, vraiment, merci beaucoup, et voilà. Et merci à tous de voilà. Attention et participation. Bien. Ben, écoutez, au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Merci.